bonjour. J'ai promis de commencer cette session par une devinette. Je l'ai promis à ma fille qui a 8 ans. Et la devinette, c'est finalement quel est le point commun entre un astronaute et un email. Le point commun entre un astronaute et un email, c'est 70 kilooctets. En 1969, la NASA a envoyé un homme sur la Lune avec 70 kilooctets. Et quand nous envoyons un mail aujourd'hui, à chaque fois, on utilise la même quantité de données. Donc nous avons envoyé un homme sur la Lune avec un email, il y a bientôt 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est un premier constat qui, j'espère, va marquer vos esprits. À chaque fois que vous allez dans cette salle, vous êtes un peu moins d'un millier, à chaque fois que vous allez envoyer des mails dans la journée, eh bien, à la fin de la journée, vous aurez émis 1 kg de gaz à effet de serre. Et puis, si on regarde le total des émissions de gaz à effet de serre liées à tous vos usages du numérique à la fin de l'année, vous atteindrez à peu près 1 tonne. Donc 1 tonne, c'est vos usages personnels et vos usages professionnels. 1/8 de votre bilan gaz à effet de serre annuel. Donc ça commence à être très important. Maintenant, si on prend un peu de hauteur et qu'on passe de l'échelle individuelle à l'échelle mondiale, l'inventaire de l'univers numérique, qui est en perpétuelle expansion, c'est quoi? C'est 4 milliards d'ordinateurs, 7 milliards de smartphones, 30 milliards d'objets connectés, sans oublier les 2 milliards de chats, chiens et autres bovins qui sont bientôt tous pucés. Il faut savoir qu'une vache émet chaque année déjà 200 mégas de données. 200 mégas de données, c'est 3000 astronautes sur la Lune en 1969. C'est vous dire à quel point l'univers numérique est en expansion et de sa rapidité. Évidemment, cette expansion de l'univers numérique a un impact environnemental colossal. Cet impact, on l'a mesuré avec 2 chiffres clés. Le premier, c'est nos usages connectés, l'Internet mondial. En 2015, on a calculé que c'était 2 fois l'empreinte de la France, donc 2 fois l'empreinte de 140, à peu près l'équivalent de 140 millions de Français. Et à l'échelle de l'ensemble des équipements numériques et des services numériques, à l'échelle de la planète, c'est un 7e continent. Donc la question qui suit est évidente, c'est comment allons-nous dans cette salle, nous tous, réduire notre empreinte numérique? Comment faire? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre où se situent principalement les impacts. Et ils se situent principalement lors de l'extraction des minerais et de leur transformation en composants électroniques. Donc finalement, c'est très simple, il suffit de fabriquer moins d'équipements et de les utiliser plus longtemps. Pour y parvenir, nous avons 2 solutions très efficaces à notre disposition, le réemploi et la conception responsable des services numériques. Donc le réemploi, c'est l'idée toute simple qu'on va donner une seconde vie à nos équipements, qu'on va développer le marché de l'occasion. C'est très efficace et c'est très intéressant parce que finalement, on collecte très peu et on recycle très mal nos déchets électroniques. Donc finalement, ôtez de votre tête le mot-clé recyclage et mettez-y à la place le mot-clé réemploi. Ça sera un premier geste fondateur important. Paradoxalement, le réemploi étant un geste très efficace, on pourrait imaginer qu'il se soit très développé. Et pourtant, seulement 10 à 20% des équipements réemployables, des équipements numériques réemployables le sont. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que nous subissons une pression marketing colossale de la part des fabricants d'équipements qui nous incitent à renouveler nos équipements alors qu'ils sont encore parfaitement fonctionnels. La deuxième raison est un peu plus psychologique, c'est qu'on a peur. On a peur d'utiliser un smartphone d'occasion ou un ordinateur d'occasion, et c'est assez paradoxal, parce qu'on n'a pas peur de rouler à 130 km/h dans une voiture d'occasion. D'un côté, on a un risque vital, de l'autre, si notre smartphone tombe en panne, il suffit de le réparer ou de le remplacer, il n'y a pas de risque vital. Et donc finalement, en tant que consommateurs, même consommateurs, nous qui dénonçons tous, et moi le premier, l'obsolescence programmée, nous sommes le premier levier d'obsolescence programmée quand nous ne favorisons pas l'essor du réemploi, quand nous refusons d'utiliser des équipements d'occasion. La bonne nouvelle, c'est que tous ensemble dans cette salle, nous pouvons changer notre regard face au réemploi, face à l'usage d'équipements numériques d'occasion. Et donc nous sommes le premier levier pour faire sauter cette obsolescence programmée dont on parle tant. Donc ça, c'était la première solution, le réemploi. La deuxième solution, un peu plus complexe en apparence, c'est la conception responsable des services numériques. Alors qu'est-ce qu'un service numérique? Un service numérique, c'est tout simplement un ensemble de logiciels et de matériel à partir desquels on va vous permettre de réaliser vos actes numériques quotidiens. Réserver un billet de train, regarder cette vidéo sur un site web, consulter le solde de votre compte en banque. Bien finalement, pourquoi est-ce que c'est important d'éco-concevoir, de concevoir de façon responsable ces services numériques? Bien parce que tous ces équipements, votre smartphone, votre box ADSL, les serveurs de l'entreprise qui fournit le service, tous ces équipements, nous ne les remplaçons pas parce qu'ils ne fonctionnent plus,
Nous les remplaçons parce qu'ils rament. Et pourquoi rament-ils? Parce qu'on empile du gras numérique, mise à jour après mise à jour sur votre smartphone, mise à jour après mise à jour sur votre ordinateur portable. Vous empilez tellement de gras numérique que les matériels n'arrivent pas à suivre. Et donc, c'est très simple, pour pouvoir utiliser moins d'équipements plus longtemps, eh bien, il va simplement falloir faire un régime à ces services numériques. Et pour mettre ces obésiciels au régime, il y a deux solutions. La première, très médiatisée, est totalement inefficace. Elle consiste à optimiser les lignes de code. Alors, ce n'est pas très intéressant parce que ça nous amène à faire du gras bio. Le bio, c'est super, mais le gras, ça reste du gras. Quand on fait un régime, ça n'a aucun intérêt. La démarche qui est plus efficace, c'est finalement d'adopter la posture de sobriété et de frugalité qui est si chère à Pierre Rabhi. Et cette posture de sobriété va nous amener à concevoir des applications plus simples, des services numériques beaucoup plus simples. Alors là, vous vous dites, on est tombé sur un adepte de Pierre Rabhi, un petit colibri qui nous parle de ce sujet par idéologie. Pas du tout. Je vais vous démontrer au travers d'exemples concrets que cela fonctionne et que des entreprises mettent ce genre de solution en œuvre. Par exemple, la Deutsche Bahn, qui fait rouler des trains en Allemagne, vous propose deux interfaces, deux sites web différents pour répondre aux mêmes besoins, trouver l'horaire d'un train. La première interface est grasse, obèse. Finalement, c'est un site web standard et à l'échelle mondiale, eh bien, nous avons une épidémie d'obésité des sites web, un petit peu comme le surpoids des Américains. La bonne nouvelle, c'est que la Deutsche Bahn vous propose une deuxième interface, un deuxième site web, qu'on va pouvoir qualifier presque d'anorexique, qui fait exactement le même job. Ça vous délivre exactement le même horaire de train, le même train, sauf que ça nécessite 700 fois moins de puissance informatique. Donc, le point important, c'est qu'on sait aujourd'hui démontrer qu'on a des approches très simples, une posture de sobriété, qui nous permettent de diviser par 700 l'empreinte du numérique dans le monde, si on le souhaite. Donc c'est un constat qui est absolument très important. Maintenant, le point important aussi, c'est de prendre conscience que c'est bon pour votre business. La sobriété numérique heureuse de Pierre Rabhi, quelque part, est intéressante pour le business. Pourquoi ? Parce qu'à mesure que vous allez développer des services numériques sobres, vous allez toucher plus de clients, en mettant en œuvre moins de ressources informatiques. Donc, vous allez augmenter votre marge. Et un intervenant disait, il ne faut pas opposer le fait de faire du business et de sauver la planète. C'est très clair, si vous voulez sauver la planète, faites du business. Mais injectez l'ADN du développement durable directement dans la conception des offres de services numériques. Savez-vous qui a perdu la bataille et qui l'a gagnée? Yahoo a perdu la bataille et Google l'a gagnée. Et il suffit de voir les deux écrans que j'ai projetés pour comprendre que la notion de sobriété est le nerf de la guerre dans les services numériques. On parle de transformation numérique de la société, si on veut atteindre des objectifs de croissance d'une entreprise. Donc c'est très intéressant parce que ça va aussi nous permettre de faire plus de business. Donc finalement, d'une certaine façon, ce que j'aimerais vous proposer comme contrat, à l'issue de mon intervention, c'est de faire de vous des ingénieurs de la NASA. C'est de vous resituer en 1969, de vous donner 70 kilooctets, un email, et de voir ce que vous êtes capable de faire avec le minimum de technologies existantes. Et l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'innovation, ça ne consiste pas à empiler des technologies toutes plus nouvelles que les autres, les unes sur les autres. L'innovation, ça consiste à prendre les technologies existantes et voir comment les utiliser pour construire l'avenir de nos enfants. Merci.